Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman, au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Bruno Mont-Saint-Jean. Bonjour. Bonjour à vous. Je vous reçois à l'occasion de l'apparition d'un livre absolument passionnant, Filmer la musique, qui vient de paraître aux éditions de la Cité de la Musique, la Philharmonie. C'est un entretien avec Guillaume Mont-Saint-Jean, et c'est pas une unique homonymie, c'est un de vos cousins. Guillaume Mont-Saint-Jean est un de mes cousins germains, philosophe. Il a 15 ans de moins que moi. Et ces 15 ans, en fait, on a passé à peu près 15 ans à d'abord enregistrer des tas de conversations, puis à les peaufiner, à les organiser. C'est lui qui a été chargé vraiment du montage du tout et de la réécriture finale, avec tout le temps ma contribution, c'est-à-dire que on a vérifié tous ces textes ensemble, de telle sorte qu'ils portent quand même ma patte, si on voulait, alors que c'est lui qui a été vraiment chargé de son écriture, et surtout de tirer de cet amas gigantesque et chaotique quelque chose qui semble à peu près bien organisé. C'est très bien organisé. Bruno Mont-Saint-Jean, je vous présente comment? Parce qu'en micro, je vous disais, je vous présente comme réalisateur, documentariste, réalisateur de films consacrés à la musique. Alors, si vous voulez bien, moi, je me vois d'abord, mais vraiment centralement, comme je suis musicien. Vous êtes violoniste. Mes activités musicales s'expriment selon 3 ou 4 même domaines, qui sont l'interprétation en tant que violoniste, même altiste parfois, je n'ai pas fait une carrière de violoniste à proprement parler, mais je donnais un grand nombre de concerts. C'était toujours des concerts qui étaient orientés vers un projet spécifique. C'est-à-dire, je n'ai pas fait de tournée avec tel ou tel concerto, tel ou tel. C'était surtout de la musique de chambre. Et le type de programme auquel j'ai participé professionnellement, c'était par exemple, alors on a fait une véritable tournée mondiale pendant laquelle on jouait le Quatuor de Gould. Oui, on va en parler. qu'on écoute dans un film consacré à Glenn Gould. En deuxième partie, ou en première partie, on faisait des longs fragments de l'art de la fugue de Bach. Et ça nous a amené d'ailleurs à donner ces programmes de mémoire. Ce qui, pour un quatuor, est toujours très périlleux, et surtout pour le Quatuor de Gould, qui est une œuvre extraordinairement complexe. Donc, si vous voulez, mon activité de violoniste, musicale donc, mon activité de cinéaste dans le film musical, puisque je n'ai fait, à une exception près, que des films sur la musique. Oui, il y a un film sur le tennis, il y a un film, non pas sur le tennis, qui est un film sur un grand joueur de tennis de l'époque qui s'appelle Andrei Chestokov. Et en réalité, la raison, c'était, ça peut rentrer dans le cadre de mon activité dirigée vers vers la Russie. Voilà. Donc c'est pas sur le tennis en tant que tel, c'est sur un phénomène. Andrei est vraiment un phénomène. C'est un espèce une arrivée de on ne sait quelle planète qui arrive dans le monde occidental et toujours imprégné de l'Union soviétique, de la confiscation de tous ses biens, de tout. Et comment est-ce qu'on arrive à un niveau aussi élevé dans la hiérarchie mondiale en étant privé de tout. Bon. Donc finalement, c'est une carrière qui ressemblait énormément à celle des grands artistes soviétiques avec lesquels j'ai travaillé, qui avaient exactement le même statut. On leur piquait tout, ils étaient complètement dirigés d'un centre, ils n'avaient pas leur mot à dire, ni sur les programmes, ni sur le contenu de leur tournée, ni les endroits où ils allaient jouer. Bon, c'était quelque chose de très, très, très proche. Et puis, donc ça c'est la deuxième activité qui est la seule sur laquelle j'ai eu une continuité qui a duré donc pendant maintenant 40 ans, 45 ans. Et la troisième activité, c'est l'écriture de bouquins, puisque j'ai pondu maintenant 9 ou 10 livres. Voilà. À quoi s'ajoute encore une chose qui est très importante pour moi, qui n'a pas encore de résultat public, encore qu'il y a une partition qui soit sortie, c'est mon activité de compositeur, transcripteur. J'ai à mon catalogue, je pense, à peu près 400 numéros de transcription, soit pour 2 pianos surtout, mais aussi des choses que j'ai écrites pour alto,
d'autres pour le violon, que j'ai transformé de telle sorte que, à l'origine, c'était une satisfaction d'un besoin personnel. C'est-à-dire qu'il y avait des œuvres que je crevais d'envie de jouer et que je n'avais pas tellement l'occasion. J'ai transcrit ça pour 2 pianos et avec un copain, on jouait ça à perte de vue. Voilà. Donc voilà à peu près mes activités. Et donc, mon activité, c'est la musique, en réalité. Oui, c'est la musique. Et alors, à propos de musique, moi, il y a, dans votre livre qui est d'une richesse exceptionnelle, dans votre livre, on peut dire coécrit, co-composé avec Guillaume Mont-Saint-Jean, il y a une phrase que j'extrais qui n'est pas directement en rapport avec le film, mais vous dites, le chef d'orchestre Bruno Walter disait qu'il aurait donné n'importe quoi pour réentendre la symphonie en sol mineur de Mozart pour la première fois. Et alors, je ne sais pas pourquoi cette phrase m'a totalement bouleversé. C'est-à-dire qu'il y a des musiques, qu'on aime, enfin, plus on les écoute et plus on les aime. Il y a certaines œuvres de musique de chambre. Je pense parfois à des quatuors de Brahms ou Schumann ou des œuvres d'une certaine complexité et qu'on se met à aimer passionnément quand on les connaît. Mais il y a des œuvres, je pense par exemple à la Fantaisie en fa mineur de Schubert pour piano à 4 mains. On reçoit un bouleversement en fa mineur. Pourquoi je me suis trompé de tonalité. Voilà, j'ai voulu frimer, je me suis égaré. Je vois pas on retrouve jamais parfois l'émotion première qu'on a eue, le bouleversement qu'on a eu quand on écoute certaines de ces œuvres. C'est vrai, vous avez ressenti ça. J'ai ressenti ça. J'avais écouté, c'était à la radio, Christian Ivaldi, Noël-Lee. J'écoute ça, je savais pas qui jouait. Et puis, j'écoute cette œuvre sans savoir ce que c'est. Et j'étais totalement bouleversé. Et ce bouleversement, je l'ai jamais retrouvé après, même si à chaque fois, je suis très ému par cette œuvre. Et cette phrase de Bruno Walter, c'est peut-être un chemin détourné aussi d'arriver vers notre sujet, mais je la trouve très, très émouvante, quoi, de retrouver cette émotion première de certaines œuvres musicales. Je trouve ça aussi extraordinairement émouvant. Et je crois que finalement, c'est une phrase absolument centrale pour les interprètes. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a appris une œuvre pour laquelle on a dû répéter un nombre incalculable de fois, et une fois qu'on l'a dans son répertoire, combien de fois on va la jouer pendant une carrière? Comment est-ce qu'on peut jouer la sonate à Kreutzer en l'ayant interprétée plusieurs centaines de fois, et y trouver encore quelque chose de neuf, ou un angle, ou un éclairage qu'on n'a pas encore complètement abordé. Et je crois que, d'ailleurs, que parmi les grands interprètes que j'ai fréquentés, je crois que d'une certaine manière, c'est vers ceux qui ont retrouvé la fraîcheur, quel que soit le nombre de fois, quel que soit le nombre de fois où ils se sont présentés en public avec cette œuvre. Puisque lorsqu'on joue en public, on est forcé de se redire. Bien. Il y a une exception là, c'est l'exception de Glenn Gould, qui avait un gros avantage sur les autres, c'est qu'il n'avait pas besoin de répéter à l'instrument l'œuvre. Il l'avait dans sa tête, il en avait une conception intellectuelle parfaite, et il l'a joué. Je parle du moment où Gould s'est arrêté de donner des produire en concerts. public, et où il a pu élargir son répertoire de manière absolument prodigieuse. Et c'est parce qu'à chaque fois, c'était une œuvre qui était l'objet de son implication totale. Un investissement, c'était pour un moment donné la seule chose à laquelle il pensait, et une fois qu'il l'avait construite, puis enregistrée, elle disparaissait de son répertoire pour toujours. Donc, tout d'un coup, il redevenait compositeur par rapport à l'œuvre qu'il jouait. Donc, c'était cette ambiguïté pour lui entre la composition et l'interprétation. Mais tous les autres ont eu cette nécessité absolue, sauf à s'ennuyer et donc à ennuyer le public, de retrouver cette première fois. Et je crois que c'est vrai de tous ceux. Alors, il y en a qui ont réussi à contourner la chose en ayant un répertoire tellement gigantesque. Comme Sviatoslav Richter, par exemple. Richter, par exemple. C'était que d'imaginer que cet homme, à la veille de sa mort, a encore appris le concerto de Gershwin. Oui, c'est en plus pas le répertoire où on l'attend le plus. C'est pas là où on l'attend le plus, mais il a fait encore l'effort. C'est-à-dire que quand on voit les courbes de son apprentissage des œuvres, c'est quelque chose qui est en ascension permanente. Alors, effectivement, il avait aussi, et lui répétait.
Je veux dire, il a répété au sens de l'entraînement physique, puisqu'il est passé, selon ses dires qui sont à la fois très honnêtes et très... Il faut les recalculer. Il passait donc 3 heures par jour. Oui, c'est ce qu'il dit dans le film que vous lui consacrez. Voilà. Ouais. Mais alors, il me disait 3 heures par jour, c'était aussi lorsqu'il était en voyage et qu'il venait de Moscou à Paris, en bagnole. Donc, il fallait 3 jours de voiture. Ça veut dire 9 heures qui étaient à regagner. Oui. Donc, il les rajoutait aux 3 heures. Elle comptait pour faire une moyenne de 3 heures par jour. Il y a eu aussi des exceptions considérables lorsqu'il a appris la 7e sonate de Prokofiev en 4 jours, et de mémoire, là, c'était 12 heures, 15 heures par jour qu'il passait au piano. Mais il avait lui aussi cette incroyable faculté de se rejuvenate, comment est-ce qu'on dit, de se rajeunir, de renouveler son approche, alors qu'il disait aussi, moi, la seule qualité, c'est celle qu'avait définie pour moi, comment s'appelait ce chef magnifique, qui avait été à Leningrad, le second couteau de Bravinsky, Kurt Zanderling. Oui, quand il parle aussi... avait dit à Richter, il sait lire les notes. Et Richter ne prétendait pas faire autre chose que lire les notes. En quoi il se trompait complètement. Mais c'était ça, lire les notes elles-mêmes, et tout ce qu'il y avait derrière les notes, et comprendre comment c'était finalement fabriqué, sans faire un tour analytique de la chose. Il y avait là aussi quelque chose d'assez mystérieux chez lui. Mais moi, je l'ai vu dans le dernier mois de son existence, le dernier complet mois de son existence, il était à Paris. Il s'était installé rue Hamelin, dans l'hôtel qui a vu la mort de Proust. Oui. Je ne suis pas sûr que ça a été absolument volontaire. Enfin, il en parle aussi de Proust. Comment c'était son dur dans le domaine de la littérature. Et il s'était fait livrer un piano dans sa petite piole de l'hôtel, c'est pas l'hôtel Impérial, c'était à Vienne, de l'hôtel Majestic, je crois, à Paris. Et je l'ai vu, il m'avait donné rendez-vous, donc je suis arrivé et j'étais 20 minutes en avance. Et il était en train de travailler, donc il avait son chronomètre sur le piano. Et quand les 3 heures sont écoulées, il s'est arrêté et on a parlé de ce dont on avait parlé. Et je l'ai entendu pendant ces 20 minutes répéter la même page d'une sonate de Schubert qui comptait peut-être jouer au cas où il aurait refait des concerts. Cette même page de la sonate en mi mineur, lentement, sans la moindre expression, apprenant note après note et recommençant, sans la moindre fatigue, ni lassitude comment est-ce qu'on dit ça en français, le jaded en anglais. Vous savez, quand on a quelque chose on devient irritable, pas impatient. Non, c'est pas exactement ça. C'est quelque chose qu'on a vu, donc on n'en veut plus. Ça suffit. Jamais ce sentiment de lassitude par rapport à l'œuvre. Bruno Mont-Saint-Jean, ce livre Filmer la musique, on sent, enfin chaque page, chaque paragraphe transpire votre amour de la musique et la manière de la transmettre au moyen du film. Mais c'est aussi un amour immodéré pour certains grands interprètes. Est-ce que vous auriez pu aussi... Parce qu'il y a des phrases qui m'ont amusé. Par exemple, vous dites que pour vous, 5 minutes de Oistrakh jouant une œuvre mineure, ça vaut certains grands chefs-d'œuvre, enfin je caricature, interprétés par des interprètes de moindre envergure. Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Je crois que j'ai senti quelque chose du genre... si on me donnait le choix entre ne plus jamais entendre Oistrakh contre la totalité de l'œuvre de Shostakovich, je préfère ne plus jamais entendre Shostakovich plutôt que de ne plus entendre Oistrakh. Ça se met dans le cadre du fait que les symphonies de Shostakovich, je peux les entendre dans ma tête. Mais le son d'Oistrakh, non. Le son d'Oistrakh, non. Oui, mais par exemple, j'avais comparé avec une romance de vieux temps. Enfin, je veux dire, le comble de l'inanité en musique, si on veut. Et enfin, la musique uniquement faire valoir de l'instrument. Même pas, parce que cette romance, elle n'est pas particulièrement brillante. Mais je veux dire,
cette sonorité très, enfin, tellement à la fois personnelle, tellement respectueuse du texte, tellement, mais surtout cette rondeur du son, cette capacité d'attaque de l'archer, cette prodigieuse centrage sur la note. C'est quelque chose que je ne peux pas l'entendre dans ma tête. Pas vraiment. Je veux dire, je le reconnais instantanément. J'en ai une représentation toujours présente, mais on a besoin de la concrétisation du son. Alors que moi, je peux très bien, j'ai dans ma tête, comme vous d'ailleurs, la totalité des concertos de Mozart, des quatuors de Beethoven, tout comme ça. Bon, je l'ai. J'ai pas besoin de les autres. Moi, je suis pas musicien comme vous. J'ai besoin de les écouter aussi. Non, enfin, disons que les musiques que je connais de mémoire, oui, qui sont quand même très nombreuses, non seulement le répertoire du violon, bien entendu, mais beaucoup d'autres choses. D'une certaine manière, la lecture me suffit. Donc, oui, mais il faut être déjà un musicien d'un éventuellement, niveau pour ça. éventuellement, mais la lecture d'une romance de vieux temps par Tartampion, oui, ça, bien entendu, ça a aucun intérêt. La sonorité elle-même, et c'est vrai de quelques violonistes, de quelques pianistes seulement, et je crois que c'est finalement dans le répertoire des personnes que j'ai traitées par le film. Ils ne sont pas si nombreux. Non, parce que quand on regarde votre filmographie, elle est énorme, mais en fait, elle ne concerne pas énormément de gens. Pas énormément de gens. Oui. Je crois que j'ai essayé de bâtir en particulier un monument à Menuhin, à Fischer-Dieskau, à Gould, à Richter. Gennady Rajestvenski. Alors Richter, il n'y a eu qu'une aventure. Mais enfin, l'aventure Oui, était mais enfin, les tellement deux poids. gigantesque. Et puis, de toute façon, ce sont des films qui, bien entendu, demandent une extraordinairement longue préparation pour rentrer dans l'intimité, la vraie intimité. C'était pas très compliqué avec Menuhin parce que j'ai quelqu'un que j'ai d'abord qui est rentré dans ma vie alors que j'étais vraiment gamin. Et puis, lorsqu'on s'est connus, il y a eu cette étincelle qui a démarré de mon côté et qui a été quand même assez réciproque, si vous voulez. Donc ça a été la longue période, ces 30 ans, 35 ans que a duré notre amitié. Mais Richter, je le connaissais très bien. Et depuis 25 ans. Mais très bien, ça veut dire que je l'ai rencontré de temps en temps à son festival à Tours. Il était venu chez moi, mais je n'avais pas une fréquentation quotidienne de la personne. Donc ce film a requis effectivement plusieurs années de fabrication. Oui, mais alors justement, moi, si je devais mettre un seul film, si on me dit sacrifie tous les films de Bruno Mont-Saint-Jean, il y a une centaine. Garde-en un, bon, je serais très, très ennuyé. Mais au risque de vous étonner, moi je dirais que celui qui me rend absolument, qui me bouleverse totalement et qui pour moi est inouï, comme beaucoup d'autres, mais qui m'ébranle totalement, c'est le film consacré à David Oistrakh, qui est en plus quelqu'un que vous n'avez pas bien connu. Alors, et ce film, dès que je le mets, et Dieu sait si je l'ai regardé, de la première minute, et il dure 1h15, c'est-à-dire qu'1h15 par rapport au film de Richter qui dure plus de 2h30, on pourrait se dire... Mais et ce film, pour moi, est un total bouleversement. Ah oui. Oui. Alors peut-être que je vous. Non, mais moi j'aime beaucoup ce film, d'autant plus que j'ai. Parce que ce film fait résonner énormément de choses, c'est-à-dire que donc c'est à la fois un portrait de David Oistrakh, ce génie du violon, c'est aussi le portrait d'un artiste sous le joug du totalitarisme, d'un artiste juif, il y a tellement de choses dans ce film, il y a une telle densité et en même temps une telle beauté de ce qu'on entend. Et pour moi, ce serait peut-être un résumé de tout ce que vous pouvez donner au cinéma. Est-ce que vous croyez que ça vient aussi du fait que j'ai essayé, comme j'essaie de le faire dans mes films, mais là il s'agit d'un artiste qui était mort. Oui. Je dis pour les auditeurs qui ne connaissent pas la vie de David Oistrakh, il est mort en 1972. Non, 74, pardon. Le 24 octobre. Oui, donc encore une fois, je me suis égaré. Donc 74, donc c'est dire qu'effectivement, vous êtes intervenu. Vous savez, attendez, vous me faites rire quand vous dites que vous êtes égaré. Vous savez que j'ai eu une chance absolument extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec le film sur lui. Mais quand même, j'avais fait un film dans le temps qui s'appelait L'école soviétique de violon.
qui était en réalité plus ou moins un portrait de Vladimir Spivakov. Et j'avais obtenu l'autorisation de tourner quelque chose sur Spivakov, à condition que j'élargisse le propos. Donc c'était sur l'école soviétique de violon. Et ça commence bien entendu par quelque chose sur Oistrakh. Bien. Et figurez-vous, j'avais essayé d'aller au cimetière de Novodevitchi à Moscou pour voir la tombe d'Oistrakh. J'avais une véritable vénération pour lui. Et puis le personnage était tellement à la fois complexe et adorable que bon, enfin, bon, toutes mes relations avec Oistrakh, c'est très spécial. Et à l'époque, j'avais donc frappé à la porte d'acier. C'est pas une porte, je veux dire, les varot en russe, c'est-à-dire le portail gigantesque, le portail d'un vrai cimetière. Bon. J'avais frappé pendant des heures pour qu'on m'ouvre. Et puis finalement, il y a un petit soldat qui a entrouvert la porte et qui me dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai dit « Écoutez, je voudrais aller voir la tombe de David Oistrakh. » Il l'a refermée. Alors j'ai retapé. Finalement, il a réouvert et il m'a dit « Il faut l'autorisation du Mossavia, c'est-à-dire de la municipalité de Moscou, pour rentrer dans ce cimetière. Oui. Cimetière contemporain, qui était à côté d'une église et à côté du cimetière ancien où se trouvent des tas de Tourgueniev ou des gens comme Lermontov ou des gens comme ça. Bien. Et c'était un petit soldat tout malingre. Il avait l'air assez vulnérable. Je lui ai dit, écoutez, je vous en supplie, je suis de passage à Moscou. Oistrakh est de ma famille. C'est ma seule occasion pour le voir. Il a fini par me laisser entrer. Et me laisser entrer, m'indiquer un guichet où se trouvait une brave dame russe, plus ou moins moustachue, qui, quand je me suis approché d'elle et que je lui ai dit que j'étais de la famille d'Oistrakh, elle a commencé par me dire « Kto od vam » qui est-il pour vous? J'ai dit « C'est un grand-oncle, je ne sais pas quoi. » Et elle me dit à quand remonte son décès? Et je lui ai cité le 24 octobre 1974. Heureusement que ce n'est pas à moi qu'elle a posé la question. Elle a compulsé ses fiches, et comme c'était la réalité, j'ai pu aller là-bas. Et j'ai vu donc cette tombe magnifique avec, vous savez, il y a une statue d'Oistrakh qui est vraiment splendide, avec, on voit la tenue qu'il a sur le violon avec cette tête qui est totalement libre, alors que c'est une statue stable, bien sûr. Mais c'est vraiment une très, très belle chose. Et j'ai remarqué, sur la pierre tombale, il y a les dates, le nom, et ce qui fait que lorsque j'ai voulu, pour ce film sur l'art du violon, sur l'école soviétique de violon, je voulais faire un démarrage, un petit peu comme un film de Hitchcock, si on veut, dans lequel une main, qui était ma main gantée, ouvrirait de la neige et on tomberait sur Oistrakh. C'est une chose qu'on ne pouvait faire qu'une fois, parce qu'une fois que la neige était plus vierge, ça ne marchait plus. Et j'avais pris toutes les mesures avant d'y aller en hiver, sachant que ça... Et donc on a cadré la caméra, on voit cette main qui s'ouvre, et malheureusement j'avais pas tout à fait bien calculé parce que j'arrivais sur Tamara Oistrakh, la femme d'Oistrakh. Mais j'ai arrêté au moment où on voyait un A apparaître et je me suis arrêté et donc on voit pas Oistrakh. Et ce qui suffisait. C'est comme ça. Donc je vous raconte ça simplement parce que cette chose des dates est quelque chose que je trouve pour laquelle je peux faire des confusions comme vous l'avez fait à 2 ans près, après tout. Hein. Il est mort il y a 2 ans ou 40 ans. Oui, mais enfin quand même, j'aurais dû être précis. Bon. Tout ça pour vous dire il s'agissait dans ce film de trouver un moyen que lui raconte son histoire. C'est ça que j'ai essayé dans tous les... Bon, quelqu'un qui est vivant peut la raconter, mais quelqu'un qui est mort, il n'y a rien à faire. Bon. Alors, j'ai eu la chance aussi de pouvoir retrouver une quantité considérable d'articles, d'une part, qu'il avait écrits. Oui. Il a pas mal écrit, y compris sous la contrainte. Et puis, quelque chose qui est cette fois-ci totalement sincère, qui est les lettres qu'il écrivait à sa femme en différentes circonstances, dont le concours de Bruxelles qu'il avait en 1937. En 1937, voilà, exactement. Je ne suis pas trompé, oui. Exactement. Je ne peux pas vous dire le mois. Non, mais on ne va pas aller jusque-là. Mais 1937, sûr. Juin, je crois que c'était en juin. Et ce qui fait que j'ai pu
j'ai eu accès à ces lettres. J'ai pu les filmer. Ce qui fait que lorsqu'on entend, c'est la voix d'un acteur qui se raconte, j'ai pu donner l'authentification, même si c'est écrit en russe, quand il parle d'une Ford qui vaut 25 000 francs et qu'il crève d'envie d'acheter, j'ai filmé les 25 000 francs, les 25 000, ça se lit, puisqu'il est écrit en chiffres. Voilà. Donc ça donnait un certificat d'authenticité au texte que je mettais dans la bouche d'un comédien pour jouer le rôle d'Oistrakh. Et en voix off, bien sûr. Et ce qui fait que je crois que le simple fait que lui-même se raconte est quelque chose qui est important. Et dans lequel on sent et par juxtaposition, vous savez, j'ai mis on voit de temps en temps Oistrakh qui fait le baratin qu'on lui impose. Nous, les artistes soviétiques, avons bénéficié... Oui, le film s'appelle Artistes du peuple. Artistes du peuple. Oui. Nous avons bénéficié du Parti communiste et de l'attention de tout notre parti et de gouvernement. Et puis, vous voyez, quand il se raconte à sa femme qui est complètement autre. Or, j'ai placé ce film tout le temps sous l'égide de l'homme Oistrakh, le violoniste, le musicien Oistrakh et l'homo soviéticus. C'était ça la dramaturgie, si vous voulez, que j'ai voulu essayer d'installer. Et je crois qu'effectivement, le simple fait qu'un homme qui paraissait comme parfaitement harmonieux par rapport à lui-même, alors qu'il a vécu une période affreuse sur laquelle... Il a vécu le stalinisme. Sur laquelle il s'est tu totalement. Oui. Et comme dit Roger Tsetsky dans le film, s'il avait parlé, on n'aurait pas entendu son violon. Oui. Non. Donc je pense que c'est peut-être ça aussi qui a pu vous toucher. Oui, parce que ce film bouleverse dans tous les sens du terme, au niveau politique, musical, humain. Et du côté du fait qu'il était juif, il ne s'est jamais exprimé là-dessus. Jamais. Oui, mais il y a des témoignages selon lesquels parfois il s'est retrouvé dans des circonstances où il a pu parler yiddish ou je ne sais pas. Alors, il y a une circonstance qui était avec Menuhin. Lorsque Oistrakh jouait avec Richter à Carnegie Hall, non, au Lincoln Center à New York. Et c'était un moment où il y a eu une invasion soviétique quelconque. Enfin bon, je me souviens plus. C'était avant Prague. Enfin, il y avait eu Budapest, peut-être. C'était pas non plus Budapest, qui était largement avant, où il y avait eu un problème avec Israël ou je sais pas quoi. Bon. Et Yehudi assistait à la séance et il y a eu une échauffourée. Il y a des gens qui sont rentrés en demandant à ce qu'il se taise, à ce qu'il arrête de jouer du violon. Bon. Richter est resté imperturbable et Oistrakh était bouleversé par la chose. Et puis il se trouvait pris au piège. Lui, en tant qu'artiste juif, devant signer des choses contre Israël, il a été obligé, vous savez, de signer des choses. De la même manière qu'il a même signé contre Michaels. Simon Michaels, grand acteur soviétique, tué dans un accident de voiture organisé, on le sait depuis longtemps, par Staline et qui se trouve avoir été également le beau-père du grand compositeur Mstislav Weinberg. Mais je vous rends la parole, Bruno Mont-Saint-Jean. Sur Weinberg, il y a des histoires aussi, pas mal. Il y a certainement beaucoup de choses à raconter, mais j'ai une photographie de David Oistrakh avec Michaels. Ensemble. Et après, il a dû le dénoncer. Il a dû dénoncer Israël aussi. En tout cas, pour ce concert à New York, il y a eu une invasion de la salle de concert pour demander à Oistrakh de dénoncer ce qui se passait en Union soviétique. Pour demander à Oistrakh de ne pas jouer. On ne voulait pas d'artistes soviétiques, étant donné cette attitude vis-à-vis d'Israël. Et Yehudi était dans la salle. Il a été voir Oistrakh après le concert. Et ça, c'est extraordinaire. Et Oistrakh, c'est la seule chose où il a mentionné son appartenance. Bon, il a dit à Yehudi, est-ce que c'était juif ou c'était non-juif? Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ça n'a pas dû être facile pour lui. Il a quand même été après en tournée en Israël. Mais il a vécu certainement une période de déchirement entre la musique sur laquelle il était totalement concentré et la vie terrible qu'il a dû mener et sur laquelle il s'est toujours tu.
Oui, mais il y a des passages déchirants justement dans ce film, racontés notamment par Rostropovitch, quand il raconte cette scène dans l'immeuble qui est vidé de tous ses habitants masculins et qu'il y a seul un étage qui est encore occupé et qu'on n'entendait pas dans la nuit et que Oistrakh se demande si c'est lui qu'on vient chercher ou son voisin. Et c'est le voisin. Et c'est le voisin et là il est soulagé et il s'en remettra jamais. Il s'en remettra jamais. Il s'est confessé auprès de Rostropovitch en sortant de l'hôtel. Il était à l'hôtel à Paris, ils se sont rencontrés et Oistrakh lui a demandé d'aller faire un tour hors de toute possibilité d'écoute et il lui a raconté cette histoire en s'excusant devant Rostropovitch du fait qu'il avait bien entendu dû aussi signer des choses contre lui. Bien sûr. Oui. Alors Oistrakh, ça fait partie aussi de ces. Je pense que c'est extraordinairement difficile pour nous tous de condamner. Personne n'y songe, à part mais de condamner des gens qui ont vécu sous un système totalitaire et de les condamner parce qu'ils n'ont pas résisté. Bon. Bien entendu, la résistance, c'est encore mieux, mais l'Union soviétique, c'était un système atroce. Bon, je veux dire, c'était la peau, et puis la peau dans des circonstances atroces, enfin le goulag et compagnie. Bon, c'était... Alors, et Oistrakh m'a raconté Rostropovitch, il était là sur son lit avec Tamara et il avait préparé, il avait toujours avec lui quelques biscottes, comme ça pour partir au cas où ça serait lui. Sur l'histoire de Weinberg, donc, il y a eu aussi quelque chose d'absolument étonnant, c'est que le soir où il a donné la première de sa rhapsodie moldave, jouée par Oistrakh et Weinberg au piano, il a été coffré. Weinberg a été coffré et emmené au goulag à la sortie du concert. Ah oui. Donc il est passé d'un camp nazi à un camp soviétique, avant d'en être relativement rapidement relâché grâce à Shostakovich par la déstabilisation, en gros. Parce que c'était plein l'époque, c'était en plein au moment des médecins. C'est le procès des blouses blanches. Oui, parce que Weinberg, pour les auditeurs non plus qui ne le connaissent pas forcément, est un immense compositeur qui était né en Pologne, dont la famille a été décimée en Pologne, et lui a été parvenu à gagner l'Union soviétique. Lui a été dans un camp nazi. Est-ce que c'était en Pologne ou en Allemagne? Je crois que c'est l'un ou l'autre. En tout cas, il est arrivé et il est parti, à gagner l'Union soviétique. Vers l'Est. Oui. Ça devait être difficile d'aller vers l'Ouest, probablement. Enfin, que des destins terribles. Et c'est pour ça que je me permettais, Bruno Mont-Saint-Jean, d'évoquer ce film sur Oistrakh parmi tous vos films. De toute façon, il nous faudrait 100 heures d'entretien pour les évoquer tous. Mais, si vous permettez que je rajoute quelque chose sur Oistrakh. Ah ben, vous êtes là pour ça. Parce que je l'ai connu quand même. D'abord parce que j'ai assisté à un nombre incalculable de ses concerts. Vous avez beaucoup de chance. Et j'ai eu comment de la chance. J'aurais dû le filmer à un moment. Et ça a été une histoire désastreuse. C'était au moment où j'étais encore... je travaillais, c'était pour la télévision. Bien. Et j'avais demandé à Oistrakh, j'ai fait un petit film d'hommage à Julius Katchen, qui était un très grand pianiste. J'aimerais bien le voir, ce film. Ça n'a pas grand intérêt, mais Julius, c'est quelqu'un que j'ai adoré. C'est un immense pianiste dont on connaît peu de témoignages. Très peu, bon. Et j'ai beaucoup joué avec Julius. Ah oui? Oui. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai pu connaître Oistrakh, parce que Julius m'a emmené à Prades, au Festival de Casals, parce que j'avais joué avec lui avant toutes les œuvres qu'il devait jouer avec Oistrakh et avec Casals, en trio. Voilà. Et donc, j'avais demandé à Oistrakh pour un hommage à Julius Katchen. Il avait accepté très gentiment de me donner un entretien sur Julius. Et il avait été fou de joie de jouer avec Julius à l'époque. Et quelques années auparavant, ça devait être en 66, exactement, le Festival de Prades, 66. Julius est mort en 69 et Oistrakh, j'ai demandé ça en 72 et j'avais une équipe de télévision et ils sont arrivés 3/4 d'heure en retard. Donc je suis enregistré dans la loge d'Oistrakh après une répétition, il m'avait donné ça comme endroit et je suis resté avec lui pendant 3/4 d'heure, puis à un moment il m'a dit je suis désolé, je suis obligé de partir. Voilà. Quel drame. C'est scandaleux. C'est pour ça que je veux dire que fini la télévision depuis ce jour-là, il n'est plus question de collaborer avec ces gens-là. Mais alors du coup, Julius Katchen m'a emmené à Prades, oui. Et donc on a passé 8 jours
ensemble, avec Oistrakh, qui s'était loué une petite Peugeot. Je crois que c'est la première voiture qu'il a louée. Et il nous a emmenés sur le Canigou, on allait dans des auberges prendre des repas, avec juste lui et Julius, la femme de Julius, je pense, était là pendant une fois. Oistrakh n'avait pas Tamara avec lui. Et ses répétitions avec Julius et avec Casals, c'est stupéfiant. Casals il avait 93 ans à l'époque. Comme ça, je crois. Il est mort en 73. 13, c'est ça, voilà. Donc on était en 66, il devait avoir 90 ans seulement, voilà. Juste 90 ans, puisqu'il est mort en 97, je crois. Il est mort à 97 ans. Voilà. Et c'était très, très curieux parce que j'ai eu là une curieuse impression. C'était un mythe, Casals. Non seulement comme musicien, comme violoncelliste, mais aussi du fait des prises de position assez tranchées qu'il avait eues. Franco. Alors c'était très curieux parce que d'un autre côté, en tant qu'interprète, c'était extraordinaire ce qu'il faisait. La beauté du son dans le triangle mi bémol de Schubert, c'est et quand ça arrive do, il me faisait ça, la corde à vide, forcément, do. Mais elle donnait une résonance. Il vibrait la corde d'à côté pour lui donner de la sympathie. Oistrakh était littéralement éberlué par ce qu'il entendait. C'était quelque chose de fantastique. Et en même temps, il y avait quelque chose chez Casals qui n'avait aucune générosité. C'est très curieux, cette chose-là. Je veux dire, l'idée d'une homogénéité de l'interprétation, il s'en tapait du moment qu'il jouait sa partie, et il a joué formidablement bien. Si vous voulez, c'était exactement le contraire de ce que j'ai senti avec Menuhin. J'ai quand même joué plusieurs fois avec Yehudi, même pas mal de fois, et j'ai toujours eu l'impression, devant son son, sa sonorité, était quelque chose d'absolument incroyable, la pure beauté, et la pure beauté, et qui faisait qu'on reconnaissait le son de Menuhin sur une corde à vide. Quand il s'accordait, ça ne pouvait pas être un autre violoniste. Impossible, c'était lui. Bon. D'où est-ce que ça venait? L'archet, je ne sais quoi, mais c'est certainement l'archet, bien entendu, mais sur une corde à vide, il n'y a même pas de vibrato, donc si vous voulez. Et c'était sa voix bien à lui. Et j'ai toujours eu l'impression, avec Yehudi, en particulier lorsqu'on a fait des duos de Bartók ensemble, et il me disait... enfin, j'avais l'impression qu'il me disait, tu sais, ma sonorité est peut-être à moi, mais je te l'offre. Elle est à toi aussi. Bruno Mont-Saint-Jean, je propose qu'on retrouve Yehudi Menuhin dans une deuxième partie d'entretien. Là, on va se séparer à l'issue de ce premier entretien. Je vous remercie de m'avoir confié et je vous propose qu'on se retrouve pour évoquer encore toutes ces grandes figures. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec Bruno Mont-Saint-Jean, je vous propose d'écouter le pianiste Sviatoslav Richter interpréter des études de Frédéric Chopin. Je vous souhaite une très belle écoute et une bonne fin de soirée sur RCJ.